Bonjour! Excusez-moi, ça commence sec. Ça commence avec une toux en partant. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo combinée. Je vais combiner l'activité puis le module au complet. Alors, le module 3, il y a beaucoup de leçons, il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup de sujets différents. Puis ces sujets-là sont tous couverts, grosso modo, par la série des 10 questions que vous avez, qui sont dans la banque la banque des 10 questions qui servent qui sert au travail 1 du module 3. Alors ça, c'est ce que vous avez à faire cette semaine. Alors en gros, alors ça se passe en communauté de pratique dans vos groupes. Je vous ai assigné une question à répondre. Vous répondez à cette question-là et ensuite vous commentez la réponse d'un de vos collègues dans votre forum. Là, j'aimerais ça que vous fassiez ça dans votre forum et que vous ne sortiez pas dans les autres forums. Vous pouvez aller lire les autres forums. Puis évidemment, bon, je pense que vous commencez à me connaître. Là, si vous répondez à la question, vous commentez un collègue dans un autre forum, je, je, je vais rire. Ça va être correct. Je vais pas en faire un plus parce que la raison pour laquelle je tiens à ce que chacun fasse son truc dans le bon forum, c'est pour pas qu'il y ait de forum qui ait moins d'action, qui ait moins d'activité, puis que ça pénalise les gens sur ce groupe-là. Essentiellement, c'est la seule raison pour laquelle je vous dis essayez de commenter dans votre groupe à vous. C'est pour éviter qu'il y ait des groupes qui aient moins d'entrain, moins d'énergie, puis moins d'effort. Alors, fait que vous faites ça en 250 mots chaque. Les questions sont toujours en deux temps sur le sujet, puis l'impact, c'est les forces canadiennes. Quand il est question de l'impact, c'est les forces canadiennes, vous pouvez y aller avec votre expérience, c'est ce que vous avez vu, ce qui est écrit dans les lectures ou des recherches que vous faites. Dans des cas où vous pouvez même aussi y aller avec des hypothèses de réflexion. C'est correct de le faire, je pense, parce que faire des hypothèses, c'est important pour réfléchir puis avancer la pensée. Faire avancer la pensée, je ne sais pas si je l'avais dit comme il faut. En passant, le mot hypothèse, là, ça veut dire fondation sur laquelle on peut monter quelque chose. Hein? Alors, ça vient du grec, là. Alors, l'étymologie, la racine, ce qu'elle veut dire, c'est ça, une fondation sur laquelle on peut monter quelque chose. Alors, moi, j'ai pas de problème à ce que vous dites. Je vais faire l'hypothèse, tu sais, probablement prenez les ONG. Les ONG, on pourrait penser que ça pourrait aider, mais aussi, sans avoir nécessairement des faits, ça peut être des conjectures, une réflexion que vous faites qui est hypothétique, mais qui a du sens. L'important, c'est que ça soit sensé, que ça soit convaincant, comme que ce soit pas... le Joker va apparaître, là, quoi de Mickey Mouse va se conjurer. Là, bon, vous voyez ce que je veux dire qu'il faut éviter, là, alors c'est ça. Bref. Bon, fait que une fois, et ça passe, bon, quand je l'ai dit, sur la communauté de pratique. Alors allons-y. Nous allons commencer avec le premier sujet qui est sur le cadre législatif. Alors ça, c'est très important, c'est très intéressant aussi, parce que c'est un sujet qu'on a abordé déjà dans le cours, parce qu'on a parlé beaucoup de l'impératif sociétal depuis le début du cours avec l'éthique, puis on a parlé aussi sur le leadership. Il y a certains étudiants dans leurs travaux, ça ressortait. Dans mes vidéos, j'en ai parlé un peu. Le succès de la mission, c'est pas quelque chose de gratis, puis pourquoi, pas gratis, c'est ce que je me suis mal exprimé. C'est pas juste lié à prendre un objectif, c'est aussi la société canadienne impose des normes professionnelles sur le comment on les atteint. Hein, c'est qu'au Canada, les forces armées sont au service de la démocratie, sont au service de la population canadienne qui, ultimement, est souveraine des décisions politiques puis de ce qui se passe au Canada. Et tout ça se manifeste à travers des règles du jeu politique, un système politique qui est démocratique avec une constitution écrite qui est la loi fondamentale du pays et qui, comme elle est de tradition britannique, a une série de lois fondamentales autour qui gravitent, qui sont aussi très importantes. Alors, pour les forces armées, on a la Constitution, on a aussi la loi de la défense nationale, évidemment, on a la Charte des droits et libertés. Et il y a tout aussi, et ça c'est très propre au système britannique, une cité des traditions, des coutumes liées à la façon que le gouvernement fonctionne. Tu sais, des trucs comme la façon que la reddition de comptes doit se faire. C'est culturel, là. C'est pas nulle part qui est écrit dans la Constitution que le premier ministre doit aller parler à des journalistes. Mais il faut qu'il le fasse.
parce qu'il est imputable à la population. Et il y a des habitudes qui se sont créées autour de ça. Et c'est pour ça que, excusez-moi l'expression, des cover-up, ben, ça passe pas dans la population canadienne, ça passe pas dans le système politique. C'est mal vu, c'est mal fait. En plus d'être susceptible d'accusations criminelles, ça fonctionne pas. Alors, c'est ce qu'on appelle, grosso modo, le contrôle civil des affaires militaires. Puis il y a tout un appareil de loi qui encadre ce contrôle civil des affaires militaires avec une chaîne de responsabilité qui aboutit ultimement à la population lors d'élections. Parce que le gouvernement est responsable devant le Parlement, puis le Parlement il est élu par la population. Et si le gouvernement tombe, le Parlement est dissous et on va en élection. Quelque chose qu'on pourrait voir dans les semaines qui viennent, par exemple, c'est parce que le gouvernement actuel est minoritaire. Si le discours du trône ne passe pas, ben, c'est un vote de non-confiance. Puis si le gouvernement n'a pas la confiance du Parlement, ben, on retourne en élection. Alors, on pourrait aller voter cet automne en mode COVID. Là, je ne sais pas comment ça va se passer. Probablement qu'on va avoir vu le Nouveau-Brunswick avant ces élections. Puis ça va nous avoir aidé sur les bonnes pratiques. Parce que le Nouveau-Brunswick, justement, le gouvernement a tombé. Le gouvernement Blaine Higgs a tombé et sont en élection. Fait que ça, c'est la première question. Puis en même temps, tout un pan très important, très intéressant de la réalité militaire au Canada sur le fait que c'est sous contrôle civil. Et là, on passe à la 2 et à la 3, puis sont liés à la première. Parce que la 2 et la 3 sont sur les facteurs qui déterminent la politique de défense du Canada, ça c'est la 2, et la 3, les facteurs qui déterminent la politique étrangère du Canada. Alors là, ce qui est important pour vous aller répondre, ceux qui ont à répondre à ces questions-là, je ne veux pas le contenu de la politique, ni la politique de défense, ni la politique étrangère. C'est quoi les facteurs qui la déterminent? Il y a des invariants, il y a des variants, mais des choses qui varient, des conditions qui influent sur ceux qui décident. Ceux qui décident, c'est les civils, c'est les membres du gouvernement. Ce sont les membres du gouvernement fédéral qui déterminent la politique de défense et la politique étrangère du Canada. Mais eux autres, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Il y a des facteurs qui influent sur eux autres, des conditions avec lesquelles ils doivent composer. Et en même temps, ils ont leur propre idée, leur propre volonté. C'est pour ça que Stephen Harper et Justin Trudeau n'ont pas articulé une même politique étrangère et une même politique de défense. Il y avait, oui, des conditions qui se ressemblaient beaucoup, mais eux ne pensaient pas pareil. Décortiquons. Alors, on a l'idéologie politique du gouvernement en tant que tel, le premier ministre, les ministres, le cabinet, le caucus, le parti en question, le parti républicain, excusez-moi, j'avais les États-Unis en tête, le parti conservateur ne pense pas comme le parti libéral, ni comme le NPD. Alors, des gouvernements formés par ces partis-là, le NPD reste hypothétique parce qu'il n'a jamais pris le pouvoir au Canada, mais n'aurait pas les mêmes visions. Mais chacun doit composer aussi en même temps avec la démographie canadienne, avec la géographie canadienne, avec le contexte mondial, avec les finances canadiennes, les finances mondiales. En ce moment, avec une pandémie. Alors, ça, c'est des conditions qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement. Alors que le gouvernement contrôle sa vision du monde, mais il ne contrôle pas le monde. Alors, le Canada ne va pas devenir un petit pays avec une grande population. Le Canada, c'est un immense pays, le deuxième plus grand au monde, avec une petite population. Et en plus, ça donne que nos voisins, c'est la première puissance militaire et économique du monde. Alors ça, c'est des facteurs qui déterminent et la politique de défense et la politique étrangère, et avec lesquels les décideurs doivent composer absolument. Indépendamment de leur idéologie, peu importe ce que le Parti conservateur va penser, peu importe ce que le Parti libéral va penser, notre voisin va rester aux États-Unis. Et actuellement, ce voisin-là est dirigé par Donald Trump. Et ça ne changera pas. Peut-être que ça va changer en novembre, mais ce n'est pas dans notre pouvoir. Alors, peu importe ce qu'il va penser, ça reste ça un facteur. Puis il doit moduler en fonction de ce qu'il pense et ces conditions-là, quelle sera la politique étrangère, quelle sera la politique de défense. C'est ça que je veux voir dans les réponses, puis c'est ça qui est aussi important de comprendre dans comment une politique se détermine, comment qu'elle se manifeste, comment qu'elle émerge. C'est la meilleure façon de le dire. La question 4, on reste un peu... Alors, on est encore dans le contrôle civil ici. On explore un peu cette réalité constitutionnelle que l'appareil militaire est un
l'appareil d'un pays démocratique. Alors, on a une politique étrangère qui projette la vision du Canada dans le monde et une politique de défense qui projette comment on entend assurer la sécurité du Canada. Et qu'est-ce qui détermine tout ça dans un fonctionnement gouvernemental où c'est un fonctionnement d'une démocratie dans un pays avec des données et des caractéristiques précises, établies, qui peuvent changer. Bon, je ne répéterai pas tout ce que j'ai dit. Et là, on a dans notre système de défense une institution centrale très importante au sein de la défense, du ministère de la Défense, c'est le quartier général civil militaire intégré. Alors là, la question 4 demande à ceux qui auront à y répondre d'explorer le fonctionnement de ce système, de ce QGDN. Et là, ça, c'est un sujet qui est vraiment vaste et qui est vraiment riche. Parce que là, il y a plusieurs chemins qui peuvent être pris. Alors, il y a toute la question de l'efficacité. Alors là, on est dans l'impératif fonctionnel, rendre la business efficace. Et ça fait partie des raisons d'être du fonctionnement du QGDN. Alors, d'avoir des civils qui épaulent les militaires, qui assurent une certaine permanence, qui assurent une diversité de l'expertise, parce que, veut pas, les affaires militaires ne sont jamais désincarnées des affaires civiles, parce qu'ils interviennent toujours dans un univers civil, ils agissent dans un univers civil, d'avoir l'expertise civile et d'avoir une mémoire organisationnelle qui perdure, qui reste dans le temps, parce que les militaires, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça roule à cause des mutations. Les civils, on ne connaît pas ça, on ne vit pas comme ça, on est plus stable. Alors ça fait partie des bénéfices du fonctionnement. En même temps, c'est un défi parce que tu as deux cultures qui doivent parler ensemble. Et on revient, qui doivent se parler, puis qui doivent collaborer, puis réussir, hein, parce qu'on a un impératif fonctionnel qu'il ne faut jamais perdre de vue. Puis là, on a aussi un impératif sociétal qui revient à toute ce que je disais, le contrôle civil des affaires militaires, parce que la chaîne d'imputabilité, elle n'arrête pas au chef d'état-major. Lui, il doit des comptes au ministre. Ça saute du côté civil. Puis là, il y a la chaîne civile qui contrôle, qui fait de l'oversight, qui fait de, excusez-moi, je cherche le mot français, qui fait de la surveillance, excusez-moi, c'est pas de la surveillance au niveau de l'espionnage, là, mais comprenez, là, c'est qu'on surveille, on contrôle, puis on garde l'œil sur ce qui se passe puis ce qui arrive. T'sais. Fait qu'il y a tout ça qui est impliqué aussi dans le fonctionnement du QGDN, d'avoir la chaîne d'imputabilité qui met la responsabilité va sur le civil qui, lui, monte jusqu'au gouvernement puis qui est responsable devant le Parlement et la population canadienne. Alors, il y a ça qui rentre en ligne de compte. Alors, dans le QGDN, on a encore l'impératif fonctionnel puis l'impératif sociétal. Là, vous voyez peut-être se dégager une trame dans le cours avec une trame que j'essaie de donner au cours depuis le début avec ces deux impératifs-là qui nous aide à comprendre un peu tous les sujets puis à voir comment qu'on arrive à comprendre comment fonctionne la défense au Canada. Alors, voilà pour la question 4. Maintenant, la question 5. Alors, le COIC, alors ça, c'est les... là, on lâche l'impératif sociétal un peu ici. Hein. Puis on rentre dans quelque chose de très fonctionnel, c'est les commandements. Alors là, si vous avez probablement été, ça fait assez longtemps que vous êtes dans les forces canadiennes pour avoir suivi les tergiversations des commandements. Alors, il y a eu l'époque des dot-com, on avait les 5 commandements. Puis là, ça devenait lourd, il y avait de la duplication, c'était pas évident de fonctionner avec ça. Ils ont décidé de fusionner ça. Sauf les opérations spéciales puis le NORAD. Et on a tout mis ça dans un COIP qui fusionne la planification stratégique puis opérationnelle, puis qui génère les forces pour donner des outils puis du commande puis aux besoins selon les besoins. Alors, c'est un commandement qui a fusionné la force expéditionnaire, le commandement Canada puis le commandement de soutien. Ensemble, on a tout intégré cette structure-là pour éviter d'avoir du transversal à faire puis d'avoir de la duplication, d'avoir des problèmes mécaniques, essayer de réduire les coûts en même temps un peu puis d'avoir de quoi qui est plus efficace. J'ai dit que c'était très fonctionnel, mais là, quand on parle de réduire les coûts, on tombe aussi dans le sociétal. Parce que la défense, c'est le ministère qui est le plus volumineux, le plus coûteux au fédéral. Puis, c'est surtout une des raisons, c'est qu'il est exclusif au fédéral. Ce qui est à peu près pas le cas des autres ministères. Je ne rentrerai pas dans l'histoire du fédéralisme canadien ici. Ça serait intéressant, mais je sortirais du sujet, là. Mais ce que je voulais dire, c'est que la question des coûts est toujours importante.
les forces canadiennes, et ça rentre. Et là, je rejoins la question 2 puis la question 3 sur les facteurs qui déterminent la politique. Le Canada, c'est pas un pays au puits sans fond. Là. Hein, on ne peut pas accumuler la dette américaine parce que ça ne serait pas logique, là, ça ne serait pas fonctionnel. Alors, les coûts doivent être limités. Alors, souvent, ce qui arrive au Canada, dans les forces armées, ben, c'est fait plus avec moins. Là. Je pense que c'est un adage qui devrait être cousu sur l'uniforme des militaires canadiens. Vous vous êtes souvent fait dire, faites-en en plus, mais moi, t'en donnez moins. Hein? Puis voici un ruban de duct tape, puis fonctionne. Alors, l'idée un peu, de cette fusion des commandements-là, c'était de justement réduire les coûts et de gagner en efficacité. Alors là, je vous laisse, avec votre expérience, déterminer si ça a fonctionné. Alors, excusez-moi, je regarde la liste des questions, parce que je ne connais pas les questions par cœur. Ça fait des années que je corrige cet examen-là, mais ça ne me rentre pas. Alors, la question 6. Là, la question 6, la question 8, plus tard, va falloir les distinguer comme faux, ceux qui ont à y répondre. Hein. Alors, la question 6, c'est les principales obligations du Canada envers les traités, les organisations internationales. Alors, le Canada signe des traités. Alors, ça, c'est une culture légaliste. Je me sens de guillemets, le terme n'existe pas nécessairement. Là. Alors, on est un État de droit. Et on fait affaire beaucoup avec des États de droit. Alors, ce que ça veut dire, c'est que on met la loi qui cadre puis qui plane au-dessus de notre contrat social, de notre contrat politique, sur le vivre ensemble, sur notre fonctionnement. Et c'est les lois qui régissent comment qu'on vit ensemble, comment qu'on vit en collectivité. Et on a exporté ça à l'international. Alors, il y a tout un système de droit international avec des traités puis des organisations internationales. On signe des traités et ça nous donne des obligations. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de l'OTAN. Alors, l'OTAN, il y a un article, le traité de Washington avait dans la charte de l'OTAN, il y a l'article 5, je pense l'article le plus important, qui prévoit, c'est parce que l'OTAN, c'est un pacte de défense mutuelle. Hein? Alors, ça dit, si un de la gang qui se fait attaquer, on est tous attaqués, puis on est tous responsables d'aller le défendre. Alors, ça a donné l'Afghanistan, par exemple. Parce que les Américains ont déclaré on est attaqué parce qu'Al-Qaïda, qui était une organisation terroriste, a lancé une attaque majeure contre notre pays le 11 septembre 2001. Et ce groupe terroriste-là était abrité par un régime politique en Afghanistan qui lui donnait un safe haven, une cachette pour se monter. Excusez-moi, là, je ne sais pas pourquoi que les termes me viennent en anglais, je suis désolé. Un lieu sûr pour monter puis organiser son attaque. Alors, ils ont demandé au gouvernement taliban, donnez-nous les terroristes. Le gouvernement taliban a refusé. Alors là, ça devenait un acte hostile, un acte d'agression. Et ils ont invoqué l'article 5. Alors, le Canada, en vertu d'avoir signé ce traité-là, avait une obligation de participer. Et là, ici, il faut faire attention. Hein? Il faut faire attention. Si vous me parlez de l'ONU, l'ONU n'implique pas d'obligation. C'est pas parce que l'ONU donne le Conseil de sécurité décrète une mission, qui aura une mission de paix ou quoi que ce soit, qu'on est obligé d'y participer. La participation est volontaire au niveau de l'ONU, alors que l'article 5 qui est lié. C'est liant. Le terme anglais, c'est binding, mais ça, je le traduis par liant. J'ai finalement été capable d'avoir mes traductions qui me viennent à l'esprit. OK, alors cette erreur-là, je la lis des fois, puis je préfère la préciser, OK? Faut pas aller dans le chemin que l'ONU est la même chose que l'OTAN. Vous pouvez parler par exemple comme des traités comme celui sur le traité d'Ottawa sur les mines antipersonnelles ou des traités sur les enfants soldats qui peuvent être explorés également. Là, je vais sauter la 7, parler de la 8 pour éviter la confusion. Okay, puis je reviendrai à 7 après. Alors, la 8 dit, c'est l'influence des organisations internationales. Alors là, on parle de à quoi ça sert pour le Canada de faire partie de ces organisations internationales-là, comme l'OTAN, l'ONU. Là, pensez à ce sujet-là en fonction de... Le Canada est un immense pays, petite population, pas beaucoup de richesses comparé à d'autres joueurs. Pensez le terme de puissance moyenne. Pensez l'idée que le Canada, il y a aussi un agenda international. C'est un pays commerçant. C'est un pays qui a besoin qu'il y ait une paix dans le monde. La prospérité de la société canadienne passe par
une prospérité internationale passe par du commerce. Pour qu'il y ait du commerce, il faut qu'il y ait prospérité un peu partout. Puis pour qu'il y ait prospérité un peu partout, ben, il faut que ça soit paisible, il faut que ça soit stable, il faut que ça soit pacifique. L'intérêt général du Canada, c'est qu'il n'y ait pas de guerre dans le monde. Ou peu de guerre, que ça soit stable, que ça soit prévisible, qu'on puisse dealer, faire des échanges. Que nos bateaux, ils circulent librement d'une mer à l'autre, puis qu'ils aillent d'un port à l'autre, que nos business fassent de l'argent, puis que ça roule. Hein? Le Canada, c'est un pays capitaliste. Alors, du moins, et de plus en plus libre-échangiste. Alors, on veut commercer, donc ça, c'est notre intérêt. Étant donné la taille de notre pays et notre population, l'état de nos finances, et l'état du monde également, être unilatéraliste, ça n'aurait pas de bon sens, on n'arriverait pas à contribuer à notre agenda. Alors, ce qui s'offre au Canada, c'est les alliances internationales, des partenariats. Hein, des partenariats avec les États-Unis, des partenariats avec les pays européens, avec les autres pays anglo-saxons, avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Alors, il y a comme un comité de ces pays-là qui est formé, d'avoir des relations internationales. Donc, et là, les organisations internationales servent. Alors, l'Organisation des États américains, il y a l'ONU qui sert aussi, qui est un forum de discussion où on peut avoir de la diplomatie qui se fait là. Alors, on a aussi, évidemment, l'OTAN qui est un corps majeur. Alors, ça, c'est des forums, le forum de Davos, le forum économique, l'OCDE, etc. L'OMS de ce temps-ci, qui est comme extrêmement intéressant et important pour le Canada parce que la COVID menace notre économie, notre stabilité. Alors, ça rentre dans les concepts de pourquoi le Canada a besoin c'est quoi l'intérêt, c'est quoi l'influence des organisations internationales sur la vie canadienne, sur la défense puis les affaires étrangères du Canada. Alors, c'est ça la cible de la question 8. Alors, il ne faut pas, vous ne me parlez pas des obligations envers les organisations puis les traités, mais c'est plus le « what's in it for us ». Pourquoi qu'on est là-dedans? Qu'est-ce que ça nous donne? C'est quoi l'influence que ça a sur notre politique? OK? Comment ça influence? Pourquoi qu'on est là-dedans? On est plus dans le pourquoi de l'affaire, finalement, plutôt que dans la conséquence. Je reviens à la 7 qui est sur les ONG. Alors, les ONG, ça, c'est un partner civil. De nos jours, et là, on rentre un peu dans cette logique-là aussi qu'on va retrouver à la question 9 sur l'IMP. Les opérations, là, on lit souvent que les opérations sont plus complexes qu'avant. Il faut faire attention avec cette terminologie-là, à mon sens. Je pense pas que le débarquement de Normandie a été simple à gérer. C'était probablement mauditement complexe à organiser. Alors, quand on dit que les choses sont plus complexes, c'est aussi que c'est beaucoup plus notre but. Ce qu'on essaie de réaliser n'est pas aussi unilatéral qu'avant. Je compare avec la Deuxième Guerre mondiale. Le but, c'était mettre l'Allemagne hors d'état de mener la guerre. Que l'Allemagne ne soit plus capable de poursuivre son agenda politique par des moyens militaires. Mettre le régime nazi à terre, puis la remplacer. Et ça, c'était même pas déterminé. C'était vague parce que les Alliés ne s'entendaient pas. Bref, puis ça a tellement été vague, ça a tellement été difficile à gérer que ça a abouti à une guerre froide d'une 50aine d'années. Qui s'est fini en 89 quand le mur de Berlin est tombé. Encore, le lieu principal du théâtre était en Allemagne encore. Aujourd'hui, les moyens militaires sont un moyen parmi tant d'autres. Le but qu'on vise aujourd'hui, c'est l'intégration socio-économique et politique à un système monde favorable à une vision de ce monde-là qui est celle de l'Occident. Je résume, là, mais vous saisissez l'idée. Je résume, puis je tourne un peu les coins ronds, mais on voit l'idée. Alors, c'est ça qu'on essaie de faire. C'est ça qu'on parcourt. Et là, ça, on ne peut pas arriver à faire ça avec seulement des moyens militaires. En Afghanistan, là, mettre le régime taliban à terre, ça a pris quoi? Quelques semaines? En Irak, avec Saddam Hussein, là, ça a pris ça n'a pas été long là, d'arriver, là, de passer de la frontière, d'arriver à Bagdad, puis le régime Baas s'était effondré, puis le problème s'est posé après. C'est de là d'assurer la sécurité du pays, d'assurer la construction d'un État stable et fonctionnel, démocratique, qui s'intègre à notre système monde. Et là, les forces armées ont besoin de partenaires. Parmi ces partenaires-là, il y a les ONG, qui, eux, sont sur le terrain et font des activités. Alors, ils deviennent des partenaires sur le champ de bataille des forces canadiennes et d'autres forces militaires. Et ça, c'est une variante.
des ONG. OK? J'ai oublié de spécifier peut-être au début quand j'ai commencé à en parler qu'il faut diviser les ONG en deux familles. Hein? Il y a la famille justement qui est sur le terrain puis qui opère puis qui essaie d'agir sur le terrain. Puis il y a aussi la frange militante qui là tombe plus dans un côté, là on est plus dans un impératif sociétal. Là, ici, quand je parlais de cette famille d'ONG, on était dans un impératif plus fonctionnel, évidemment. Dans le côté plus sociétal, ben là, c'est des militants qui font la promotion de certains agendas. Par exemple, sur les enfants soldats ou encore sur les mines antipersonnelles. Il y avait des ONG qui militaient là-dessus. Il y a Amnesty International qui va parler de la façon qu'on traite nos prisonniers, les prisonniers de guerre. Et puis ça influe évidemment sur comment les forces canadiennes vont agir sur le terrain, sur leur comment ils vont agir. Alors, on voit encore impératif sociétal, impératif fonctionnel, qui agit, qui donne deux familles d'ONG, et puis qui a un impact direct sur ce que font les forces canadiennes sur le terrain et comment elles le font. Alors, d'un côté, c'est des partenaires directs avec lesquels vous devez composer, des situations qui probablement sont causées par des ONG ou qui visent des ONG, puis avec lesquelles vous composez. Alors, des partenaires, des situations. Alors, ils habitent l'environnement opérationnel, le théâtre opérationnel avec vous et sont des données de celui-ci avec lesquelles vous devez composer dans votre impératif fonctionnel. Et en même temps, il y a d'autres ONG qui influent sur comment s'articule votre impératif sociétal, comment vous devez agir sur le terrain. Alors, j'ai dit, alors la question 8 a été faite, et là, on tombe à la question 9 et l'IMP. Alors là, on arrive encore à la mise en scène que je vous ai faite sur nos buts actuels, puis comment le mieux comprendre la complexité des opérations actuelles. Ben, l'IMP, c'est ça. On est qu'un paquet de partenaires sur un même théâtre, sur un même champ de bataille. On a différents ministères, on a différents environnements, on a différentes nations, on a on a du public qui s'implique. Puis là, le public, c'est des ONG, c'est des médias. Et puis là, la face médiatique de l'opération est aussi importante parce que faut garder la population de notre bord, parce que là, je reviens à la question 1, le contrôle civil des opérations militaires. Si la population au complet du Canada commence à être en désaccord avec la façon qu'on mène nos opérations, puis ce qu'on fait comme opération, bien, ça peut mener à la défaite d'un gouvernement, à l'arrivée d'un nouveau gouvernement, puis lui qui va dire « je tire la plug ». Le cas de la lutte contre l'État islamique a été très clair là-dessus. Les conservateurs avaient une vision, les libéraux avaient une autre vision, puis la vision libérale était plus une vision d'entraînement que des frappes aériennes. Alors, quand il y a eu un changement de gouvernement il y a 5 ans, si je ne me trompe pas, c'est il y a 5 ans, je peux me tromper, faites vérifier mes faits, je ne veux pas faire un Trump de moi-même et dire n'importe quoi. Là. On a changé, la politique a changé. Et là, je reviens à l'IMP. Alors, on a différents partenaires, puis je voulais juste expliquer le public, dans le fond, j'explique un peu plus le public, qui travaillent ensemble. Mais là c'est de coordonner tout ce beau monde-là. Là. Fait l'IMP, c'est la coordination de l'effort de tout ce monde-là. C'est pas... Et là, j'insiste sur ceci. Ceux qui vont me parler de l'IMP, et dans le travail final, l'IMP est un sujet dont vous pouvez traiter. Et là, il y a une question sur l'IMP, ceux qui ont pogné la 9, que j'ai faite au hasard, soit dit en passant. C'est pas juste d'avoir les 4 piliers décrits qui est important. Il faut parler de la synergie entre ces 4 piliers-là, entre ces 4 composantes-là. C'est là le nœud de l'affaire. Le nœud du concept est là. On veut de la synergie, que ça soit coordonné. Si je parle en termes de modèle intégratif de leadership, on veut une intégration interne entre ces différents partenaires-là, puis que ça opère, puis que ça roule, puis que ça soit fonctionnel, puis que ça soit efficace. C'est ça l'idée de l'IMP, puis c'est ça que je veux voir sortir de votre réponse, puis ceux qui en parleront dans le travail, que ça ressorte aussi. Dernière question sur le commandement et le contrôle au niveau opérationnel. Alors ça, en gros, c'est la question avec laquelle vous êtes toujours meilleur que moi, parce que vous le vivez davantage, c'est la décentralisation de l'autorité au niveau opérationnel, puis plus vers l'avant. Alors, au lieu d'avoir juste de toujours remonter la chaîne de commandement jusqu'en haut, puis de redescendre, parce que les situations sur le terrain sont extrêmement volatiles, sont extrêmement différentes, on ne peut pas tout prévoir. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on donne une intention. Et l'intention doit être suivie. Alors, c'est pour ça qu'il y a des ordres qui peuvent devenir caducs. Et là, si je fais des erreurs ici, corrigez. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel, me dire
Séguin, tu t'es planté, c'est pas ça pantoute. Mais ma compréhension de la l'affaire, c'est ça. Et c'est une autonomie qui est donnée en avant, qui est décentralisée. On décentralise l'autonomie. Excusez-moi. Et on arrive avec des commandants qui sont en avant, qui sont plus autonomes, puis qui ont une intention à respecter. Et là, ils peuvent agir, ils ont de la polyvalence, ils ont les coups des franges, une certaine latitude, parce qu'il y a toujours l'intention qui est là, puis qui permet justement de lire la situation sur ce qui se passe ici, puis qui ne peut pas être prévu par un ordre, puis d'agir sur le fly, puis d'avoir des réponses qui sont ajustées. Alors voilà qui couvre en gros les thèmes du module 3 et les 10 questions que j'ai clarifiées. J'ai essayé de démêler les chevaux puis vous montrer là où ça pouvait poser problème, ça pouvait devenir plus compliqué. Et encore une fois, je m'excuse du retard pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a aidé. Merci, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, pas week-end, mais bonne fin de compris. Salut.